Notre histoire commence à l'Opéra national de Hambourg, en Allemagne, où un orchestre se prépare pour une répétition. Ils ignorent qu'un groupe de malfrats armés est en train de s'infiltrer discrètement. Comme personne dans l'orchestre n'est conscient du danger, les criminels commencent à se disperser. Le chef d'orchestre arrive et la répétition commence comme d'habitude, mais cela ne dure pas longtemps. Rapidement, les voyous font irruption et tirent des coups de feu en l'air. Pendant ce temps, JN et son équipe de sauvetage sont déjà sur place. Ils donnent ces derniers ordres à l'escouade juste au moment où le gang diffuse leur prise de contrôle de l'opéra, annonçant qu'ils réclament une rançon de 300 millions de dollars. Tout ce que vous avez à faire, c'est nous aider à atteindre notre objectif de 300 millions, déclare-t-il. JN avertit son équipe de ne pas ouvrir le feu avant qu'il ne donne le signal, mais le chef du gang saisit une femme et l'abat sur le champ. Cela pousse Mato, sans autre option, à désobéir aux ordres de John et à tirer sur les voyous. John ordonne rapidement aux autres équipes d'intervenir, et bientôt, son escouade neutralise la plupart des criminels lors d'une fusillade intense. Une fois la fumée dissipée, John confronte Mato pour avoir désobéi aux ordres. « Je t'ai donné l'ordre, tu vas tous nous faire tuer. Tu as compromis toute la mission. » Mais il devient évident que Mato a été touché et que sa situation est critique. C'est alors qu'un des malfrats, déguisé en otage, se redresse. « Non, vous n'avez sauvé personne. Je vais faire sauter cet endroit. » Mato le neutralise, mais tragiquement, John est touché et tué. La décision instantanée de Mato a coûté la vie à John. 5 ans plus tard, on retrouve Mato en Roumanie, retiré des forces spéciales et vivant dans une petite ville appelée Assamil. Même s'il a laissé son ancienne vie derrière lui, la mort de John le hante encore. Mato regarde une photo et se rappelle des bons moments qu'il a passés avec la famille de John. Le jour de la paix, il annonce qu'il prend sa retraite pour de bon, achète un billet pour Bucarest et monte dans son van, prêt à partir. Pendant ce temps, à Amsterdam, une équipe d'Interpol dirigée par Shira intercepte avec succès un chargement de drogue, portant un coup sévère à diverses organisations mafieuses. Un chef de la mafia informe Sabin, le chef du cartel, que leur cargaison a été saisie par Interpol. Il s'avère que l'un des criminels capturés est un agent d'Interpol infiltré qui a aidé à l'opération. Shira dit à l'agent qu'ils doivent accentuer la pression, car leur objectif ultime est de capturer les chefs de la mafia, mais je veux l'association Hulk, pas une goutte de trop. Lorsque Mato arrive à Amsterdam, nous rencontrons un homme d'affaires nommé Paul, profondément impliqué dans le monde des crypto-monnaies. Il est en ligne avec un client potentiel, essayant de le convaincre d'investir dans les cryptos, non pas parce qu'il croit en leur potentiel, mais parce qu'il tente de compenser ses propres pertes en incitant les autres à tomber dans le même piège. Au même moment, Mato se tient nerveusement devant la porte de Hélène. Après un moment d'hésitation, il frappe. C'est la fille de Hélène, Angie, qui ouvre et Mato lui demande d'aller chercher sa mère. Lorsqu'Hélène arrive à la porte, elle est choquée de le voir. Elle l'invitait à entrer pour prendre un café, bien qu'elle semble encore digérer son apparition soudaine. Une fois à l'intérieur, Mato apprend que Hélène est maintenant mariée à Paul. La conversation devient tendue lorsqu'Hélène confronte Mato, l'accusant de ne pas être venu aux funérailles de John, alors qu'il était comme un frère pour lui. Matteo, visiblement accablé, s'excuse et admet que la mort de John était de sa faute. Il essaie d'expliquer ce qui s'est passé, mais Hélène refuse de l'entendre. « Ça aurait dû être moi, dit-il. Tais-toi. » Elle est furieuse, bouleversée qu'il revienne après toutes ces années, remuant des douleurs qu'elle a travaillé dur à surmonter, alors qu'il n'a même pas daigné se présenter à ses funérailles. Quel genre de frère fait ça? Après des excuses maladroites, Mato s'en va, mais Hélène aperçoit son visage abattu alors qu'il se tient devant la maison. Piquée par un sentiment de culpabilité, elle l'invitait à rester dans la chambre d'amis, au moins jusqu'à ce qu'il décide de ce qu'il va faire de sa vie. Mato accepte. Plus tard, Hélène lui montre quelques affaires anciennes de John qu'elle avait conservées sans raison particulière. Elle dit à Mato qu'il devrait les garder. Pendant ce temps, Sabin discute de leur situation actuelle et du vol de la cargaison précédente. C'est à ce moment-là que Sabin et son équipe réalisent qu'il y a une taupe parmi eux. Ils ne poursuivront pas leurs affaires tant qu'ils ne l'auront pas démasqué. De retour à la maison, Paul remarque que Matteo et Angie sont ensemble. Hélène lui explique que Mato était un ami de John et qu'il restera avec eux un certain temps. Plus tard dans la soirée, Matteo est assis dehors, perdu dans ses pensées. Il se remémore son temps passé avec JN en Afghanistan, où ils étaient en mission ensemble. Ils avaient parlé de leur famille et John lui avait annoncé qu'Hélène était enceinte. Angie dit à sa mère qu'elle commence vraiment à apprécier Mato. « Je pense qu'il a besoin d'un nouvel ami. » Paul, lui aussi, veut discuter avec lui. Mato lui dit qu'il y a toujours quelque chose qui vaut la peine de se battre. De retour à l'intérieur, Paul mentionne que Mato semble émotionnellement marqué, mais Hélène le rassure en lui disant qu'il n'a pas à s'inquiéter. Mato et John avaient traversé beaucoup de choses ensemble. Le lendemain matin, Matteo trouve un mot d'Angie lui demandant de ne pas partir sans dire au revoir. Il part donc courir et, en revenant, il aperçoit Hélène et Angie qui partent pour l'école. Hélène demande à Mato s'il peut s'occuper de son chien pendant qu'elle est au travail. Pendant ce temps, Sabin se présente pour confronter Paul à propos des 15 millions de dollars manquants sur son compte.
Paul tente d'expliquer que le marché des crypto-monnaies traverse une période difficile, mais il insiste sur le fait que tout s'arrangera bientôt. Il y a eu des complications et j'aurais dû te prévenir. Sabin, cependant, n'a pas l'air convaincu. Il regarde une photo de sa famille et rappelle froidement à Paul qu'il n'a plus qu'1 jour pour régler ce problème. Ne fais pas de conneries, Paul. Alors que Sabin part, nous voyons les agents infiltrés d'Interpol qui le suivent. Lorsque Sabin et son équipe montent dans leur voiture, on remarque Roman, l'informateur, qui rôde à proximité. Il fait semblant de manipuler son téléphone pour prendre une photo, mais il est tellement concentré sur sa mission qu'il ne se rend pas compte qu'il est lui-même suivi. Se sentant épuisé, Matteo passe la journée à travailler avant qu'Hélène ne l'invite à une randonnée. Il commence à construire une cabane dans un arbre pour Angie, espérant ainsi occuper son esprit. Plus tard, Paul rentre à la maison, visiblement inquiet, et Hélène lui demande ce qui ne va pas. Il lui dit simplement qu'il a quelques problèmes de comptabilité à régler, sans mentionner Sabin. Ailleurs, un groupe de touristes en bateau découvre une scène horrifiante, un corps pendu à un pont. Il s'avère que c'était un coup monté. Un des hommes de Sabin a découvert que la victime travaillait pour Interpol et l'a éliminé. Lorsque Shira et son partenaire arrivent sur les lieux, ils reconnaissent immédiatement la victime comme l'un de leurs informateurs. Pendant ce temps, Paul est de retour à son bureau, regardant les nouvelles à propos de l'effondrement d'une nouvelle crypto-monnaie. Il réalise alors qu'il a commis une énorme erreur en investissant dans la mauvaise devise, et pour aggraver les choses, il a utilisé l'argent de ses clients, ce qui entraîne des pertes massives. À ce moment précis, Paul reçoit un appel de Sabin qui exige de récupérer son argent. Puisque Paul n'a plus qu'1 journée, il promet de régler la situation, mais Sabin ne perd pas son temps à crier, il envoie simplement des hommes pour s'en occuper. Shira et son partenaire comprennent que les voyous leur envoient un message, mais la reconnaissance faciale du téléphone est trop endommagée pour le déverrouiller. Angie taquine Matteo à propos de sa cicatrice en lui faisant un câlin, et Hélène remarque le lien qui se forme entre eux. C'est la soirée pizza en famille, mais Paul appelle pour dire qu'il ne pourra pas être là à cause d'une affaire urgente. Pendant qu'il mange de la pizza à l'extérieur, Angie offre un dessin à Matteo, et Hélène lui demande de rester un peu plus longtemps pour Angie. Elle lui dit que John aurait adoré les voir aussi proches. Juste au moment où tout semble s'améliorer, le chaos éclate soudainement. 4 hommes masqués armés de battes de baseball attaquent Matteo. Angie court, mais pas pour s'échapper, elle essaie de protéger Matteo. Un des voyous la cible, mais il paie rapidement pour sa cruauté. Pourtant, tout cela n'était qu'une distraction, l'objectif principal était Angie. Alors que Hélène et Matteo sont laissés à terre, battus, l'un des voyous attrape Angie et la jette dans une voiture. Matteo se relève et vole un vélo pour poursuivre les ravisseurs. Hélène emprunte un téléphone et appelle Paul pour lui dire qu'Angie a été kidnappée. Il comprend immédiatement ce qui se passe et tente d'appeler Sabin à l'aide, mais Sabin raccroche. Merde! Matteo continue de poursuivre la voiture, et avant longtemps, il parvient à sauter sur un autre véhicule, brisant la fenêtre et se battant avec les voyous à l'intérieur. Mais lorsqu'il regarde à l'intérieur, il réalise qu'Angie n'y est pas. Déterminé, il expulse chaque voyou un par un, et la poursuite continue jusqu'à ce qu'ils finissent par s'écraser. Matteo se réveille à l'hôpital, menotté au lit. Hélène est dans le couloir, criant sur un policier, et Angie est toujours portée disparue. Shira et son partenaire reprennent l'affaire. Matteo, toujours menotté au lit, est désormais suspecté d'être impliqué dans l'enlèvement d'Angie, car les hommes qu'il a jetés hors de la voiture travaillaient pour Sabin, un notoire chef criminel impliqué dans diverses activités illégales, y compris le trafic de drogue. Mais étrangement, l'enlèvement ne faisait jamais partie de ses opérations. Faute de preuves, Matteo est finalement relâché. Shira lui demande ce qu'il compte faire ensuite, et il lui dit qu'il va sauver Angie. Elle l'informe des gangs possiblement liés à l'affaire d'après leur enquête. L'enlèvement semble personnel, mais quand il demande à Hélène et Paul s'ils savent quelque chose, Paul reste étrangement silencieux. Shira donne sa carte à Matteo, et après le départ de tout le monde, elle et son partenaire essaient de comprendre comment Sabin est impliqué dans l'enlèvement. L'un des hommes de Sabin remarque leur enquête. Pendant ce temps, Angie est retenue dans le club de Sabin. Il apprend que Matteo a été relâché de l'hôpital. Il dit à Angie qu'elle rentrera bientôt chez elle, mais ses ordres à ses hommes sont bien différents, ils envisagent de la vendre à un syndicat criminel international. Nous pouvons la donner au taillis. Matteo repense au dessin qu'Angie lui a donné et se souvient du moment où John lui avait demandé d'être le parrain d'Angie. Tu es sérieux? Cela veut dire que si quelque chose m'arrive, tu prendras soin d'elle. Poussé par sa promesse, il commence à rassembler les outils dont il a besoin pour la sauver. Quand Paul arrive pour le prévenir, il laisse accidentellement échapper la connexion entre Sabin et la famille Taille. Comment sais-tu qu'il est lié au taillis? Réalisant que Paul en sait plus qu'il ne veut l'admettre, Matteo le confronte. Où est-il? Où est-elle? Finalement, Paul avoue. Il avait détourné 15 millions de dollars à Sabin. Prenant l'arme de John à Paul, Matteo le force à appeler Sabin en prétendant avoir l'argent. Ils organisent un échange, Angie contre l'argent. Sabin accepte, et ils conviennent de se rencontrer sur un chantier. Avant de partir, Matteo assure à Hélène qu'il ramènera Angie à la maison. Pendant ce temps, Shira et Interpol réalisent que Paul cache quelque chose.
Elle demande à son partenaire de surveiller la maison de Paul. Mais bientôt, Matteo tend une embuscade à l'agent, lui prenant sa voiture pour partir. Hélène invite l'agent à prendre un café et appelle Paul pour discuter. Après avoir réfléchi à la situation, Paul, désormais pleinement conscient que Matteo travaille avec Interpol, commence à paniquer. De son côté, Matteo se rend sur le chantier pour l'échange, où il fait face à un groupe de voyous. Il exige qu'ils lui remettent Angie, mais ils sont stupéfaits de révéler qu'Angie n'est pas avec eux. Toute l'affaire n'était qu'un piège pour récupérer l'argent. Le deal était que tu nous apportes l'argent et la fille ne meurt pas. Ils s'emparent de force du sac de Matteo, mais lorsque leur chef l'ouvre, ils découvrent une bombe à l'intérieur. L'explosion blesse plusieurs voyous et fait fuir les autres. De retour à la maison, Hélène est confrontée à un des hommes de Sabin. Une brève bagarre éclate, et l'homme poignarde à plusieurs reprises l'agent d'Interpol avant qu'Hélène ne l'effraie en tirant un coup de feu. Paul commence à préparer ses affaires pour partir, sachant que la situation devient incontrôlable. Matteo attache l'un des voyous blessés et le torture pour obtenir la localisation d'Angie, mais au début, l'homme refuse de parler. Finalement, il craque et révèle la cachette. Hélène soigne l'agent d'Interpol blessé, mais lorsque les agents demandent l'aide de Paul, celui-ci les ignore froidement et se dirige vers sa voiture. Cependant, un des hommes de Sabin l'attend et le poignarde avant qu'il ne puisse partir. Shira arrive juste au moment où les voyous prennent la fuite. Elle s'assoit avec son partenaire dans la voiture, essayant de le calmer. Matteo contacte Shira, lui demandant de venir avec des renforts pour secourir Angie.